On va maintenant passer à notre deuxième table ronde sur l'agriculture. Vous avez le nom, Bernard, je ne l'ai pas sous les yeux. Delphine Taillez-Lefebvre, qui... J'ai bien prononcé ou pas? C'est ça. Voilà, merci. Bon, on va d'abord présenter les quatre et puis je vous repasse la parole. Vous êtes donc, vous travaillez chez InVivo. J'ai présenté tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là à la coopérative. Voilà. Donc vous y reviendrez. Vincent Demortier, Agrotescol. Voilà, je ne me suis pas trompé. Allez, à mon tour. À votre gauche, on a Yulin Zhang qui est enseignante-chercheur. Voilà. Et notre dernière amie, avec un moustache. Hervé Filot, qui a déjà été annoncé par Yann Martin tout à l'heure. Comme... Avant même que vous arriviez, on parle de vous. On a une star là sur le plateau. Voilà. Et on va donc commencer par vous, Delphine. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, dans votre activité, l'agriculture et le numérique se rencontrent? Alors, bien sûr, je vais commencer par expliquer assez rapidement ce qu'est InVivo. InVivo, c'est une union de coopératives agricoles qui a l'avantage, parce que c'est un avantage dans le monde agricole, et j'ai bien aimé votre présentation, Bernard, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, c'est que le fait d'être une coopérative rentre de facto dans un cercle vertueux autour de la donnée, et j'en reparlerai juste après. Alors, InVivo a toujours été très présent dans l'analyse de données, de manière un petit peu artisanale, parce qu'on était beaucoup dans des démarches de progrès par voie d'enquête. Historiquement, on récoltait des données par voie d'enquête papier qu'on ressaisissait et qu'on traitait. Et on a longtemps... mais très concrètement, vous envoyez des questionnaires, on faisait des petites croix, on recevait ça, on passait des heures à l'analyser, à le rentrer dans une machine. Exactement. Dont l'objectif principal était de répondre à une démarche de progrès de filière, généralement. Donc, comment je peux mieux faire popper mon pop-corn, par exemple. C'est pas rigolo, hein, c'est des choses qu'on a faites pour regarder les facteurs agronomiques qui permettent de détecter des voies de progrès, donc ce que moi j'appelle de la R&D pour le service de l'agriculteur. On s'est très vite développé dans des OAD, donc des outils d'aide à la décision, qui étaient assez spécifiques et en silo. C'est-à-dire par thématique de compétences sur l'azote, avec des partenariats avec Farmstar, etc., sur le conseil en fongicides. Et depuis 2012, InVivo a investi dans SMAG, ce qui s'appelle maintenant SMAG. Il a pris des participations fortes dans une entreprise qui s'appelle Ma Ferme Néotique, que j'ai la chance de bien connaître. Pardon, on entend bien le nom, Ma Ferme Néotique. C'était deux sociétés qui en sont devenues une. Ma Ferme Néotique qui est devenue Ma Ferme Néotique, qui est devenue SMAG depuis 2015. Donc SMAG maintenant est une filiale d'InVivo, à 95 et quelques %. Donc on va dire c'est une filiale d'InVivo. Je suis dans une autre filiale d'InVivo qui s'appelle AgroSolutions, qui est dédiée au conseil en agro-environnement, et on travaille bien entendu en collaboration. Alors SMAG, c'est quoi? C'est une petite pépite dans le monde agricole parce qu'ils ont l'avantage de travailler en partenariat avec beaucoup d'acteurs. Leur métier est d'équiper le monde agricole, mais d'équiper pas tout seul. Parce que ce qu'il faut comprendre dans le monde de la donnée, dans le monde de l'équipement, il est impossible d'être bon tout seul parce qu'on ne peut pas sinon avoir une vision complète. C'est ce que demandent les agriculteurs, d'avoir une vision complète de leur exploitation. Donc on travaille énormément en partenariat. Aujourd'hui, il y a un équipement de 10 millions d'hectares, 35 000 agriculteurs. Il y a une croissance chez SMAG qui est assez extraordinaire, c'est 15 à 20% tous les ans. Alors la question que vous avez posée dans la table ronde, c'est quelles initiatives pour avoir de la donnée maîtrisée, un big data maîtrisé. Alors, on met, et quand je dis on, c'est InVivo, il y a SMAG qui équipe, et InVivo qui réfléchit avec ses coopératives. On a mis en place 3 sujets pour avoir cette maîtrise de la donnée. Le premier, c'est de la gouvernance. Alors pourquoi je dis la gouvernance? Parce que vous avez tout à l'heure pointé du doigt le risque de laisser la donnée filer. Et le fait d'être une union de coopératives dirigée par des agriculteurs, les présidents de l'union InVivo sont des agriculteurs, et ben ça passe pas. Donc on réfléchit, il y a une gouvernance forte autour de la valorisation de la donnée. Qu'est-ce qu'on peut en faire et à quoi on réfléchit? Qu'est-ce que je vous interromps parce que développez bien, qu'est-ce que vous voulez dire parce que ça passe pas?
C'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait de la donnée. Exactement. Et la réflexion, c'est oui pour de la R&D, oui pour de la valorisation, en pensant toujours au retour à l'agriculteur. C'est-à-dire la valeur, elle doit in fine retomber chez l'agriculteur. Et c'est ce qui drive, c'est ce qui conduit notre réflexion autour de la donnée. La deuxième chose, c'est l'intelligence collective. On ne peut pas être bon tout seul sur la donnée. Et on a du partenariat interne, c'est-à-dire SMAG travaille avec d'autres filiales et SMAG travaille avec d'autres partenaires extérieurs, y compris des partenaires très innovants. J'en dirai pas plus, mais on va chercher de l'innovation, des nouvelles compétences qui n'existent pas aujourd'hui dans l'agricole. Là, vous en avez trop dit. Ah ben non, on peut pas tout dire. Ça veut dire quoi? Des gros acteurs du numérique? Ou pas. Ou pas. Des startups? Plus. Osons, tu te rapproches, Bernard. Osons sortir du cadre. C'est toujours ce que nous dit notre direction, nos présidents. Osons sortir du cadre dans ce sujet-là. Osons poser des questions et aller voir ce qui existe. Alors, puisque vous ouvrez ça, SMAG est basé à Montpellier. SMAG est basé à Montpellier et à Châlons. Et les équipes, elles sont réparties à Montpellier, à Châlons. Il y a combien de personnes et combien d'ingénieurs ou informaticiens, mathématiciens? Ils sont aujourd'hui une centaine. C'est principalement des ingénieurs agro et des ingénieurs informatiques. Mais je vous dis, SMAG n'est pas tout seul. Dans notre équipe, chez AgroSolutions, on traite de la donnée. On a des ingénieurs qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas du monde agricole, qui programment du traitement de données, etc. Donc, il y a SMAG et il y a les autres. Et donc, oui, allez-y. Ma question, puisqu'on est ici, il y a un pôle robot numérique ici, c'est au fond, est-ce qu'il y a des conditions d'implantation en fonction d'un environnement, de compétences, de formation, d'école? Évidemment, Montpellier, on pense tout de suite, c'est quand même Agropolis, il y a tout l'ensemble agronomique. Est-ce que c'est un hasard que ce soit à Montpellier parce qu'il y a du soleil? Non. Est-ce que c'est un environnement pas un hasard parce de recherche et d'enseignement? Alors, c'est pas un hasard parce que Montpellier, c'est le centre de la connectique. C'est le village du numérique, Montpellier. Il se passe plein de choses au niveau du numérique. D'ailleurs, Supagro Montpellier a une spécialisation dédiée dans le numérique avec monsieur Bruno Tisser. D'ailleurs, Stéphane Marcel a commencé à travailler avec Bruno au sein de ses locaux. Donc, c'est logique que ce soit à Montpellier. C'est pas... voilà, ça peut pas être ailleurs dans le monde de la connexion. Alors, ça peut pas être un ailleurs. peu, mais Châlons, il n'y a pas Agropolis, il n'y a pas de soleil. Moi, si, il y a du soleil à Châlons, forcément, comme ici d'ailleurs. mais donc, vous pourriez, il y a d'autres atouts. Bon, c'est né d'une autre coopérative. Alors, Châlons, c'est parce qu'il y avait ma ferme, voilà, qui vient de ma ferme. Et il y a les équipes d'ex-ma ferme qui sont basées là. Mais aujourd'hui, c'est pas gênant de créer du village connecté, enfin d'être tout le temps connecté en étant dans des équipes spatialisées à des endroits différents. D'accord. C'est plus un frein aujourd'hui. D'accord. Non, mais c'est juste... Voilà. Et le troisième sujet qu'on met en place, c'est avoir de l'ouverture technologique. Donc de la gouvernance, de l'intelligence collective et de l'ouverture technologique parce que il est difficile aujourd'hui de faire des choix qui seront encore bons dans 5 ans. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il faut être interconnecté, il faut être interopérable, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir se parler. Alors, c'est facile de dire ça, mais quand on parle référentiel, partager des types de sols, etc., c'est des travaux qui sont énormes. Et donc, on a l'ouverture d'être capable de travailler avec tout le monde demain, parce que c'est important. Voilà un peu ce qu'on fait chez nous. Moi, j'insiste sur le fait que vous êtes la grande, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que je crois que c'est important pour la prise de conscience. Vous êtes la grande coopérative française, le grand ensemble coopérative française qui a fait cet investissement. Cet investissement, c'est plus de 100 ingénieurs. Donc, c'est les salaires de 100 ingénieurs qui constituent cet investissement. Et que ça veut dire que si on veut réussir dans le numérique, il va falloir faire ces investissements. Et ces investissements, si on raisonne dans la politique sociale, ce sont des emplois. Voilà. Alors, ce sont des emplois. Ça, j'insiste beaucoup sur ces gisements-là. Si je te suis là-dessus, Bernard, et votre réponse m'intéresse, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas encore rentable, c'est un pari sur l'avenir. Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il y a des ventes de logiciels, d'équipements. On passe toujours par des distributeurs, des ventes de logiciels qui ensuite vont aux agriculteurs. Et aujourd'hui, SMAC débute sa rentabilité. Donc c'est un sujet d'investissement et on a la chance que la direction va remettre quelques millions d'euros pour continuer à investir. C'est des sujets d'avenir, donc il faut investir et investir, comme vous l'avez bien dit, dans des compétences et dans des nouvelles compétences. Les agronomes ne feront pas tout. Vous êtes les start-up de l'agriculture? C'est une start-up de l'agriculture. Merci. Et c'est pluridisciplinaire. C'est ça qui est très important. pluridisciplinaire. Parce que vous dites informaticien, mais il y a mathématicien aussi. Et il y a mathématicien, donc il y a la modélisateur. La clé de tout à fait. l'agriculture du futur, c'est agronome, mathématicien et informaticien. Et vous pouvez rajouter des écologues, vous Et rajouter des économistes, voilà. vous rajouter des sociologues. Donc c'est vraiment, quand je parle d'intelligence collective, c'est là-dedans. Et il faut oser réunir des gens qui ont des champs de compétences complètement différents. C'est là deviendra la richesse, surtout dans la valorisation de la donnée pour l'agriculteur. Il faut leur dire aux jeunes qui nous écoutent, là, Bah, c'est oui. ça la clé. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Voilà. On va passer à votre voisin, Vincent Demortier. Bernard, tu nous en dis un peu plus. Vincent Demortier, donc j'ai compris que vous travaillez dans une équipe de jeunes développeurs web. Donc là, vous allez peut-être nous expliquer un peu ce que vous essayez de préparer dans l'esprit dans lequel nous essayons de confronter ces différents exemples. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, en termes de profil, moi je me définis d'abord comme un entrepreneur ou un apprenti entrepreneur et je suis impliqué dans plusieurs startups régionales. Et plus spécifiquement aujourd'hui, là je parle au nom de la société Agrotexol. Et donc Agrotexol, c'est effectivement une start-up qui a une approche très verticale pour le coup par rapport à ce que vous avez expliqué sur une couverture plus horizontale. Et Agrotexol, pour l'instant, on cherche à faire une seule chose, c'est de produire un dispositif qui est capable d'évaluer le taux de nitrate dans le sol, donc le stock d'azote qui est dans le sol. Donc c'est du hardware, c'est du matériel, c'est un dispositif de sonde. Et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, l'enjeu, c'est pas tellement de collecter la valeur absolue de ce que vont mesurer les capteurs, c'est évidemment les deux mots-clés, c'est la modélisation et la corrélation. Et là, on voit bien qu'il faut monter des équipes complémentaires. Donc là, vous voyez bien, mais alors moi, j'y connais rien. À quoi ça sert de mesurer ce nitrate et comment est-ce qu'on va gagner de l'argent avec ça? Donc, on parle de fertilisation. Donc là, voilà, c'est un problème de supply chain. Donc, disons que les céréales, enfin oui, on va se focaliser sur les céréales. Pour grandir, ils ont besoin de nourriture, et en particulier d'azote, de nitrate. Et c'est un enjeu parce que ça coûte, déjà l'azote ça coûte, et puis de l'épandre ça coûte, et puis c'est important de le mettre au bon moment pour obtenir les meilleurs rendements, le meilleur rapport qualité et rendement, donc la valeur finalement de ce qu'il va y avoir dans le porte-monnaie à la fin de la récolte. Et puis il y a un troisième enjeu fondamental, et en particulier avec les nouvelles directives européennes, c'est l'impact sur l'environnement. Sur la pollution des eaux, pour dire les choses clairement. Donc l'apport du dispositif qu'on propose, c'est d'avoir une mesure objective du stock de nitrate dans le sol pour pouvoir ajuster au mieux les apports et évaluer le meilleur moment en fonction justement de la modélisation du sol et de la connaissance de la parcelle en tant que telle, les apports de nitrate, avec ce triple objectif de faire des économies au niveau des épandages de fertilisants, d'optimiser la valeur de la récolte et de minimiser l'impact sur l'environnement. J'ai compris, merci beaucoup. Donc c'est très vertical. D'accord, mais est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes concrètement aujourd'hui? Là, on en est aux phases d'essai. On sort du laboratoire. La start-up a été créée c'est une spin-off de l'université de Picardie, qui est représentée par Yuline ici. Ces deux chercheurs, un chercheur en agronomie et un chercheur en géophysique et mathématiques, et moi je suis la composante informatique et entrepreneuriale.
Et donc là, pour répondre à votre question, on en est aux phases de test sur le terrain. C'est la période où c'est important de commencer à faire ces évaluations-là. Et plus d'un point de vue développement d'affaires, on est en phase de levée de fonds. Donc c'est intéressant de rencontrer des interlocuteurs et d'échanger des expériences avec des gens qui ont déjà réalisé ça ou qui ont un point de vue là-dessus. Ce sont des projets qui coûtent très cher pour avoir une idée, une levée de fonds sur ce type de start-up agricole. Vous allez chercher des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros. Alors on a déjà réussi à avoir des fonds d'amorçage, enfin plus exactement des fonds européens qui nous ont permis parce qu'on a gagné des concours qui vont bien, de l'ordre de la centaine de milliers d'euros. Et là effectivement soit pour aller sur le marché, soit pour être suffisamment sexy pour se faire racheter par des gros acteurs, là il faut compter en millions effectivement. Et alors, par rapport au pluridisciplinaire auquel on faisait allusion, là on est dans un cas concret. Votre équipe, elle regroupe quel type de compétences disciplinaires, on va dire, les compétences des jeunes qui sont avec vous là-dessus? C'est uniquement des informaticiens ou Alors pour l'instant il y a une équipe de 6 personnes qui travaillent très concrètement. Les deux piliers, c'est la géophysique et l'agronomie. Et puis pour développer justement les modèles d'analyse et identifier les corrélations et enrichir le modèle en temps réel. Donc là effectivement c'est des développeurs en électronique, déjà pour ajuster au mieux la façon dont on va capturer la donnée brute. Et puis après, il y a 2 développeurs qui viennent du Master Cloud Computing qui est basé ici à Saint-Quentin, que notre écosystème d'entreprise a contribué à activer et à créer. Donc ça répond un petit peu à la question que vous posiez tout à l'heure sur la raison, par exemple, pourquoi Montpellier. Là, pourquoi Saint-Quentin? C'est parce qu'on a réussi à infléchir et à influencer la façon dont l'université allait mettre en place les formations par rapport à ces besoins-là. Il y a un partenariat avec les agriculteurs chez lesquels vous faites des essais. Pour l'instant, c'est uniquement un peu en amont. Non. Alors, on n'a pas été jusqu'à une approche d'open innovation où ils ont été impliqués dès le début, mais bien sûr, là, pour les tests, les agriculteurs, et même sur l'ergonomie, sur la mise en place, puisque on veut faire un dispositif qui est plug and play, c'est important que les agriculteurs voient comment ça se passe concrètement. Donc effectivement, ils sont impliqués maintenant dans les phases de tests sur le terrain, évidemment. D'accord. Et alors, vos perspectives de valorisation, vous pensez vous adresser à quel type d'acheteur? On est à quel niveau de l'achat? C'est une coopérative, c'est des agriculteurs, je sais pas, je dois dire, qui vous visez comme client à terme, quand votre système sera opérationnel, de le vendre à qui? Notre grand inspirateur, c'est The Climate Corporation, que vous avez aussi évoqué. mais voilà, en restant peut-être plus humble et plus réaliste, ce sont effectivement de toute façon des acteurs qui, peut-être InVivo, mais des acteurs qui ont un lien avec le métier de base. D'accord. Merci beaucoup. On va passer à votre voisine, Yulin Zhang. Vous êtes enseignante, chercheur. Bernard, tu peux nous en dire un peu plus? Bertrand, c'est la régie. Alors... J'explique mon lapsus récurrent, c'est que Bertrand, c'est la régie, donc je lui parle beaucoup aussi, je mélange un peu les noms. Donc là, c'est Bernard. Là, c'est Bernard. Voilà, et donc je présente Yulin Zhang. Donc je comprends que, on remonte de l'opérationnel à une équipe de start-up, et puis là, on est dans la recherche. Carrément, vous êtes à l'université. Oui. Et puis en plus, vous êtes remonté du sud vers Saint-Quentin, puisque je vois dans votre CV que vous êtes diplômé à la fois de Montpellier et de Toulouse, vous voyez, et de l'école des mines d'Alès, même, vous avez un CV magnifique.
Et alors, avec ce CV, qu'est-ce que vous nous préparez? Ce qui veut dire que Saint-Quentin est tellement attractif qu'on arrive à battre le soleil maintenant. Voilà. Donc quand même, tu vois, Montpellier, Alès, Toulouse. Enfin, ça fait... Elle a tout essayé, quoi. Et puis finalement, c'est Saint-Quentin. Oui, parce qu'il n'y a pas de soleil ici, donc je viens ici. À Saint-Quentin, il y a un avantage dans notre INSET, c'est UD dépend à l'Université de Picardie. On a des équipes très compétentes sur différents secteurs, disciplines, on peut dire comme ça. On a des informatiques, on a des électroniques, on a des mécaniques. Donc, on a une forte collaboration avec l'équipe de robotique à UBGV. Donc, on a une compétence complète pour résoudre le problème de territoire. Parce qu'ici, il n'y a que des champs. C'est la première chose, j'arrive ici, je vois que les champs. Donc, c'est le fort besoin de territoire. Et informatique, dans le domaine, la recherche, c'est pas comme avant, parce que la recherche avant, on restait dans notre domaine. On a coincé dedans, on développait la théorie sans arrêt. Donc le portable avant, ordinateur, c'est toujours un ordinateur. Et maintenant, informatique, c'est très vaste. Par exemple, à Montpellier, je fais ma thèse. On a une culture de travailler avec la chimie et biologie depuis longtemps. Et les informaticiens, nous, en tant que chercheurs, une part, on voudrait essayer d'innover, de créer les nouvelles technologies dans notre domaine, et aussi que si notre technologie est assez mûre, ou presque mûre, on veut bien l'appliquer pour développer les autres domaines. Donc à Saint-Quentin et à UBGV, nous, ce qu'on fait le choix, plutôt, c'est l'agriculteur, parce qu'il y a déjà un besoin de territoire, et on a notre compétence qui répond à tout ça. Et ça fait pas longtemps, parce que ça fait 1 an que je suis ici avec Harold, Christophe, tout ça. On a essayé de monter aussi une équipe avec l'Université de Chine, l'Université des États-Unis, pour ajouter plus par exemple, la théorie de contrôle, l'ingénierie de contrôle qui est un peu manque dans notre établissement, pour faire une grosse équipe qui permet de répondre aux besoins des agriculteurs. On a aussi une équipe à Montpellier qui travaille au niveau de l'architecture, qui travaille avec nous. Et école de mine, c'est comme vous dites, j'ai un parcours comme ça, donc j'ai essayé de grouper tout le monde de bénéficier de notre territoire. Donc voilà, on fait un groupe, mais le cas d'utilisation, le domaine, ce qu'on voudrait appliquer, c'est agriculteur, c'est à Saint-Quentin. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les sujets agricoles que vous traitez? Pour l'instant, on est très ouvert, parce qu'on voudrait essayer de monter les projets avec l'agriculteur. Nous, on a assez de technologie, on a assez d'idées, mais le problème, c'est qu'on a besoin de vrais besoins. On a besoin de besoins très concrets, parce qu'on ne peut pas imaginer une problématique et après on résoudre cette problématique. On préfère avoir un partenaire ou plusieurs partenaires dans le domaine agriculteur pour nous dire voilà, c'est notre vraiment besoin et on voudrait vraiment traiter ce problématique-là. Donc, au fait, vous faites une offre de service. Vous faites une offre de partenariat. Oui, on peut dire comme ça. Vous entendez? Oui, parce que depuis quelques années, si on demande le projet européen, le projet recherche européen, le critère plus cherché maintenant, c'est l'interdisciplinaire. Oui. On travaille ensemble pour résoudre le problème compliqué. On ne va pas rester chacun dans le coin et on développe tout seul. Parce que dans notre domaine, on sait que les informaticiens utilisent beaucoup de méthodes mathématiques. Mais ce sont des méthodes les algorithmes qu'ils ont développés déjà il y a 100 ans. Et on a utilisé maintenant. Parce qu'on n'est pas au courant de tout ce qu'ils ont fait. Et maintenant, comme à UBGV et à INSET, on a toutes ces ressources. On a parlé tous les jours, on fait une réunion ensemble, on donne les cours à étudier ensemble. Donc on a un avantage de communication. Et pourquoi pas, on fait quelque chose pour bénéficier les gens ici. Voilà. Avec donc un réseau national, avec Alès, Montpellier, et un réseau international avec des universités américaines, j'ai compris, non? On a les partenaires de l'Université Montpellier, l'ENS Lyon,
école normale supérieure Lyon. On a un peu de partenariat avec Toulouse aussi. Oui, mais école mine Thalès, c'est évident parce que je fais la thèse là-bas, donc il n'y a pas de problème. Et on a une forte partenariat avec l'université chinoise. On a invité un professeur, il est malade, il n'est pas là aujourd'hui, un professeur chinois dans le domaine de robotique, 1 an de travail avec nous ici. Oui, c'est pour ça qu'on a commencé à monter des projets pour discuter qu'est-ce qu'on peut faire prochainement, parce que quand on fait la recherche, on ne travaille pas pour 1 an, on travaille pour 5 ans, 10 ans après. Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà. Et on a des partenaires aux États-Unis aussi, mais c'est un peu compliqué. Merci beaucoup, Yuline. On va passer à notre dernier témoin qui semble-t-il la star de ce plateau, on l'a dit. Je pense que sur Twitter, en tout cas, on ne peut pas rivaliser avec vous. Vous êtes blogueur et Bernard, cet homme est surtout agriculteur. C'est surtout lui qu'il faut entendre. Hervé Pilot, il a commencé très tôt, je ne sais pas il y a combien d'années, il va nous le dire, sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a, là on va partir, il me semble, d'un autre aspect, c'est comment des réseaux sociaux, on est remonté à, au fond, des échanges de compétences et des apports de compétences. Et au fond, comment ça court-circuite ça tout un dispositif institutionnel classique qui était plutôt descendant, top-down, comme on disait. Bon, alors il n'est pas d'ici, il est de l'Ouest, et il a monté un salon dédié au high-tech de l'élevage. Donc, excusez-moi pour les betteraviers, mais on va parler aussi un peu d'élevage. Et je vous passe la parole pour que vous nous racontiez un peu comment la genèse de ça, et puis finalement ce que vous en avez retiré. D'abord, les betteraviers, ils sont utiles pour nous parce qu'il y a un sous-produit qui s'appelle la pulpe qui nous rend souvent service dans nos élevages. Après, comment je suis arrivé là? Je ne sais même pas si je le sais moi-même. Et je pense que j'y suis venu effectivement par la communication d'abord et mes implications professionnelles. Vous avez dit que les choses étaient plutôt top-down, descendantes, ce qui était vrai. En 2000, quand je suis arrivé secrétaire général de l'FDSEA de Vendée, on montait un site collaboratif. On le voulait comme ça parce que le réseau dans le milieu agricole d'une part, et je crois particulièrement dans l'Ouest, en Vendée, on l'a dans l'ADN. On est une multitude de micro-entreprises, donc on est obligé de les interconnecter. Et ce qu'a fait le développement de l'agriculture depuis les années 60, c'est le réseau, qu'on le veuille ou non. Et après, c'est que des outils qu'on met dessus. Et on a monté ce site à 10 OPA à l'époque. Je m'en suis occupé. En 2007, on a fait la première Web TV en agriculture, je pense. À ce moment-là, moi, j'en avais marre de voir des images qu'on montrait de notre métier qui n'étaient pas toutes belles. En fait, on n'a pas vraiment réussi ce qu'on voulait parce que c'était les ventes aux chaînes de télé. Ils présentent toujours des choses qui sont pas terribles. Par contre, on a fait une web TV pour les agriculteurs. Et en 2010, je suis venu sur les réseaux sociaux. D'abord pour la FDSEA. Oui, je m'en suis occupé à la FDSEA, à la FR, même un peu à la FNSEA pour le monter. Et puis les choses sont venues toutes seules. J'ai une ligne éditoriale depuis le départ qui est de montrer du beau et de ne pas être agressif. Parce que quand on montre, il y a suffisamment de vilaines choses pour essayer de montrer du beau pour d'une part de notre métier, mais pas que, parce que je pense que c'est par le beau qu'on arrivera à faire avancer les choses. Ça, c'est la ligne que j'ai depuis le départ. Et effectivement, moi, je suis venu à ça par à l'ensemble de Haïti, à l'ensemble du numérique, par la communication. Et c'est ce qui m'a fait m'y intéresser de façon beaucoup plus globale. Je pense que un des intérêts d'être venu comme ça, c'est enfin, ça m'a démontré au moins un mois que la révolution, elle n'est pas technique, c'est une révolution anthropologique qui est en train de se passer. On change de société, on change de monde. Mon ami Gilles Babinet a écrit L'ère du numérique, un nouvel âge pour l'humanité. Je pense que c'est exactement ça. Et l'aborder de façon technique, et exclusivement technique, c'est une erreur. C'est les hommes qui sont en train de changer. Le numérique est une innovation de rupture, sur lesquelles on doit incrémenter toutes les autres innovations. Si on ne comprend pas ça, je pense qu'on va à l'échec en voulant inventer de nouvelles choses. Je pense que ça, c'est fondamental. Et dans ces éléments-là... Et en quelques mots, pour que tout le monde vous suive ici, le mouvement de fond derrière tout ça, en quoi l'homme change aujourd'hui avec le numérique? C'est un vaste débat, mais pour que... Alors, en quoi l'homme change? D'abord, il a peur.
Actuellement, c'est le cas. Il y a trois phases. Idriss Amerkam, que vous pouvez retrouver sur Le Point, qui fait des conférences, dit en toute innovation, il y a 3 phases. La première, on en rigole. On rit, ils s'amusent avec eux, et ça, on le voit dans notre monde. Ce que j'ai pas entendu, moi, par rapport à Twitter, à 4000 followers, il commence à moins rire quand même. Mais tu t'amuses avec ça. Bon, très bien, c'est vrai, on joue. Le nombre de community managers professionnels, et là je suis très sérieux, qui sont frustrés dans leur entreprise parce que leurs collègues leur disent comme ça, tu as un boulot super sympa, tu t'amuses avec Facebook l'angle du jour. C'est un petit peu autre chose que ça quand même. Ça c'est le premier temps. Le deuxième temps, on a peur de ça, parce que là on se rend compte que c'est de l'évolution. Et là ça fait peur aux gens, il y a des critiques, des fois très fortes qui viennent, et après, ça rentre, ça devient banal. Et là, la partie est gagnée. Et là, les gens qui ont innové sont oubliés. Et je pense qu'on a gagné quand on a réussi à se faire oublier. On est loin d'en être rendu là. Je pense qu'actuellement, on est entre la première et la deuxième phase. Et c'est dans l'agriculture, ni plus ni moins que ce qu'on voit dans le reste de la société actuellement. Et ce cataclysme qu'on vit tous les jours, c'est avec des choses qui nous font craindre. On parlait de l'emploi tout à l'heure, c'est vrai que beaucoup craignent par rapport à ça. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que demain on parlera d'emploi ? Moi, je suis convaincu que non. Actuellement, on a des vies séquencées. Et la vie séquencée, c'est pas physiologique. On a un temps de travail, on a un temps de loisir, on a un temps de repas. Demain, on va revenir à un rythme. Moi, paysan, éleveur, si ma vache avait vélé la nuit, je vais pas la programmer pendant mon temps de travail. On a vu dans les pays collectivistes que ça pouvait donner ce genre de choses. Donc c'est pas comme ça que les choses se passent. L'enjeu par contre demain, c'est que l'outil nous fasse revenir à un temps physiologique, mais qu'on ne devienne pas esclave de l'outil. Allez, vous parliez des belles choses que vous partagiez, cette vision positive, parce que les médias, les journalistes montrent souvent des images négatives du monde agricole. On montre aussi très souvent ce qui va mal, les manifestations d'éleveurs, les problèmes de financement de l'agriculture. Comment est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour entrer directement en contact avec le grand public, pour montrer voilà, vous ce qui vous plaît, ce qui vous touche dans l'agriculture? D'abord, la première chose, je pense que le contact virtuel avec des gens n'a d'intérêt que s'il conduit au bout à un contact ce qu'on appelle IRL, in real life, dans la vraie vie. S'il n'y a pas ça, je vois pas vraiment l'intérêt de la faire. Alors après, c'est d'échanger, de discuter, d'avancer ensemble. Ça ne vaut pas que des amis dans mes collègues, mais je n'ai pas honte de dire que j'ai des contacts, des amis dans des associations comme L214, qui est la pire des associations pour des éleveurs, qui passent leur temps quand même à faire des choses pas toutes belles. Mais je pense qu'à les ignorer... Expliquez pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. L214... L214, c'est une association qui lutte complètement contre l'élevage. Ils sont tous véganes, donc plus que végétariens. Ils refusent de manger de la viande, ça c'est leur choix. Et ils refusent qu'on élève des animaux pour les tuer, même souvent pour prendre leurs produits comme les œufs et le lait. Donc c'est vraiment des juxtaboutistes. Même, on a la même chose avec les zadistes. Donc zadistes, c'est ceux qui sont à Notre-Dame-des-Landes chez moi pour empêcher l'aéroport, c'est ceux qui étaient à Sivens qui nous ont beaucoup perturbés. Je pense que vous allez peut-être croire que c'est de l'angélisme, moi je suis convaincu que ce n'est pas. C'est pas par l'affrontement qu'on arrivera à trouver des solutions avec eux. Il y a des mots qui vont devenir des vraies valeurs économiques, comme la confiance, comme la transparence, comme la bienveillance. Pourquoi? Parce que via les réseaux sociaux, notamment, on ne peut plus rien cacher. Je vais vous donner un exemple, Findus. Rien que le mot vous fait comprendre, ils ont essayé de planquer d'autres trois trucs. Je vais vous en donner un deuxième, qui est Volkswagen. Suffit qu'il y ait une personne qui se rend compte que sa voiture est trafiquée, le monde entier est ébranlé. Et une des plus grosses multinationales de l'automobile peut tomber uniquement à cause de ça. Donc la transparence, la bienveillance, la confiance deviennent des vraies valeurs économiques. C'est ça j'appelle le changement anthropologique lié au numérique. Et ne pas prendre conscience de ça, je pense que c'est aller à l'échec. Et vous, très concrètement, cette transparence, cette bienveillance, cette confiance, comment est-ce que vous la jouez au quotidien? Ça veut dire entrer en interaction avec les gens qui vous posent des questions sur Twitter, montrer à quoi ressemble vraiment votre métier? Alors, des gens qui posent des questions, réagir avec eux. Là, moi j'ai un ennemi énorme, c'est le temps. J'essaye de faire, par exemple, les forums, je suis jamais allé dessus parce que le Twitter, LinkedIn, Facebook, c'est pas très chronophage. Si on va sur les forums, là, du coup, c'est extrêmement chronophage. Et après, oui, si on peut, et je pense que nos organisations devraient
s'emparer beaucoup plus. J'essaye, je continue à travailler pour être en contact, parce que chaque agriculteur ne peut pas être en contact avec l'ensemble des interlocuteurs, consommateurs, citoyens. Par contre, il faut qu'on rentre dans cette communication peer-to-peer, qui soit, comme vous disiez tout à l'heure, à la fois descendante mais également montante. Il faut entendre des signaux faibles. Il y a quelqu'un qui est une journaliste du Monde, Laure Belot, qui a écrit La déconnexion des élites. J'étais avec elle il y a pas très longtemps. On l'a invitée, pour tout vous dire, pour les 70 ans de la Vonne Agricole, qui est notre presse agricole départementale, comme il y a l'agriculteur de l'Aisne ici. Elle a fait capter des choses aux gens, que cette communication, elle a changé. C'est par ça qu'on y arrive, mais on est une multitude de micro-entreprises. Ce que des maisons comme dans notre métier, comme Monsanto, comme John Deere, ou d'autres multinationales dans d'autres métiers peuvent faire de façon institutionnelle, nous, agriculteurs, on ne peut pas le faire. On peut le faire via nos organisations, bien sûr, et je pense qu'on n'est pas encore rendu assez loin là-dessus. Je pense même qu'il est urgent d'y venir pour entendre ce que les consommateurs nous disent. On ne l'entend pas toujours. Je pense que ça nous rendrait service même pour mettre en production ce qui peut se vendre au bout. Je dis pas qu'il faut tout écouter, non, parce qu'il y a une part de fantasme dans le consommateur. Et d'ailleurs, ce fantasme, on le cultive en ignorant. Le consommateur n'a plus de lien à la terre le plus souvent. Même dans des villes moyennes comme chez moi à La Roche-sur-Yon, comme ici à Saint-Quentin, il y a plus grand monde qu'un grand-père qui est à la ferme, chez qui on va le week-end. C'est fini, ça. Donc, il y a un fantasme qui s'installe autour des produits. Ça fait partie de nos métiers, et ça, c'est une valeur économique demain pour défendre nos produits. Demandez vraiment à quelqu'un qui est contre les OGM, ce qui représente peut-être actuellement 80% des citadins, pourquoi il est contre. Ils ne savent pas. Et ça, ce lien donc, qui a été perdu, c'est la fin de l'histoire, ou ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il va renaître d'une manière différente? Comment est-ce que vous le voyez évoluer? J'ai pas compris, le début? Les citadins comme moi qui sont totalement déconnectés de la Terre, est-ce que c'est la fin de l'histoire ou est-ce qu'il va y avoir... Ah non, c'est le début. Voilà, on va vers quoi alors? C'est le début d'une nouvelle histoire, c'est que, de toute façon, leur vie dépend de nous. Pourquoi leur vie dépend de nous? Parce que c'est nous qui faisons à manger. J'ai eu la chance et le bonheur cet été de passer 3 jours avec Michel Serres, le grand philosophe, et il m'a dit, tu sais, l'agriculture est la plus grande révolution du XXe siècle. Elle est passée de 78% de la population en 1900 à guère plus de 1% en 2010, en multipliant dans le même temps par 10 la productivité. Aucun métier n'a fait ça. Et c'est le sens de l'histoire qu'il a fait. Et je dirais que ça s'est surtout passé à partir de 1950-60. Pourquoi? Avant, le rapport à l'agriculture et des usines, des villes, c'était d'emmener les bras dont les usines avaient besoin. Je pense dans ces régions un peu plus au nord, avec les mines, avec le textile, avec tout ça, où les gens sont allés sur les chaînes. Pour autant, on ne produisait pas plus dans les fermes. Pourquoi? Il y avait les colonies qui nourrissaient. 1950-60, décolonisation, on peut que s'en réjouir. Là, il a fallu produire. Et c'est là que cette équipe de gamins de génie, autour de Michel de Baptiste, de Lacombe, d'Auguste Gris, de Bernard Lambert, qui a fait lui la Confédération paysanne après, mais peu importe, avec un ministre visionnaire qui était Pisani, on construit l'agriculture productiviste, au bon sens du terme, qui a permis de nourrir toute la population. Maintenant, on arrive à une phase où il va falloir faire à nouveau évoluer ça. Et on va vers quoi alors? C'est ça que je vous demande. Ah ben ça, j'ai pas de recette. J'ai quelques pistes, mais de recettes, j'en ai pas. Je pense... vous parliez tout à l'heure du salon Tech Élevage. On a essayé de on a mis en place au salon Tech Élevage l'an dernier quelque chose qu'on appelle la Green Startup, qui est sur 48 heures, permettent à des jeunes, à des moins jeunes, des gens qui ont des projets, de challenger, de monter avec des équipiers qui viennent de là pour participer, en 48 heures, monter leur start-up dans le domaine de l'agriculture, sous l'aide de mentors et de coachs. Je suis passé derrière devant un jury. L'idée, elle est toute simple derrière, c'est de dire chacun a une idée sur l'agriculture et c'est normal, c'est son alimentation. Moi, je vous dis banco, venez le faire avec nous, pas me dire comment faire, parce que ça, on n'a pas besoin. Les 10 œufs, il y en a beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est des faiseux. Donc, venez le faire avec nous. Donc, c'est de faire appel à la multitude, rentrer dans ce monde collaboratif, où je suis convaincu que c'est lui qui gouvernera demain. On va rentrer dans la vraie phase de démocratie participative, pas celle qui est organisée par les politiques, la vraie. Je vais vous donner un exemple de que je pense être, moi, un moment de bifurcation qu'on a vécu le 7 janvier, ce qui n'était que quelques mots sur un tweet, je suis Charlie,
Ce truc-là, moi je l'ai repris, il n'y en avait pas 50. Il a été tweeté 6 580 000 fois. Et c'est ce qui a déclenché toutes les manifestations dans le monde entier. C'est ce qui a déclenché que tous les chefs d'État sont venus à Paris. C'est pas le président Hollande qui l'a déclenché de lui-même. C'est comme ça que c'est venu. C'était tout à son honneur d'avoir voulu le reprendre derrière. Mais c'est une vraie manifestation de la démocratie participative. Il y a eu la même chose à Ferguson quelques années avant. Ce qui est dommage, c'est que ça vient par des drames. Mais on rentre vraiment dans une ère nouvelle qui va nous emmener à autre chose. Là, on est vraiment dans du concret de ce qui va se passer demain. Et c'est cette multitude qui va construire. On voit certaines associations pas trop connues dans nos métiers, comme Wishar, comme le Hello Tomorrow, qui sont pas forcément connues, mais qui sont des manifestations qui attirent des milliers de jeunes. Celles-là sont françaises, sont à Paris, et on peut que s'en réjouir. Et c'est ce qui va construire demain, un peu en dehors des institutions. Il y avait la semaine dernière à Paris le Hub Forum où le thème c'était Disrupt for not disrupted. Donc pour dire autrement, soyez comme Uber, allez casser les choses, construire, briser pour ne pas y être. L'ubérisation dans tous les métiers est inéluctable. C'est dommage pour les taxis, c'est quasiment insoluble leur affaire, mais ils perdront. De toute façon, parce que le cours de l'histoire va comme ça. Le rôle de l'État, qui ne sera pas facile, c'est de faire en sorte qu'il ne perde pas trop et que ça soit pas sans douleur. Moi, ma grosse crainte actuellement, c'est que pour passer d'une phase à l'autre, on passe par une phase de chaos. Je ne veux pas dire qu'elle est inéluctable, mais elle me fait quand même peur. Ouais, ça donne le tournis, ça fait un petit peu peur. Bernard, vous avez un mot pour conclure? Oui, en rebondissant là-dessus, est-ce que vous pensez qu'Invivo va réussir? Est-ce qu'Invivo, c'est une émanation du modèle coopératif, ou est-ce que c'est un Uber qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui va débarquer dans le monde agricole et qui va tout balayer? J'en sais rien. On revient à Disrupt for not disrupted. Alors, ce que je suis sûr, c'est qu'Invivo n'y arrivera pas seul. Comme aucune organisation professionnelle française n'y arrivera seule. Dans les années 50, je vous ai parlé de cette équipe de gamins qui sont nos grands-pères, que je vénère quasiment moi, parce que c'est eux qui m'ont donné la foi d'être responsable professionnel. Ils l'ont fait ensemble. Il n'y avait pas le monde des coopératives, le monde de la FNSEA, je l'emploie à dessein, parce que le syndicalisme, pour moi, en agriculture, c'est la FNSEA avant tout. Il n'y avait pas le monde des chambres d'agriculture, il n'y avait pas le monde de la mutualité. C'était une seule affaire. Demain, je pense que dans ce qui va devoir se construire, ça devra se faire de la même façon. Pourquoi? Parce que si on veut parler, on n'a pas parlé beaucoup de l'enjeu de la donnée, malgré tout. La donnée est une chose, le big data en est une autre. Pour parler de big data, il faut qu'il y ait un grand volume de données, il faut qu'il y ait une variété de données, il faut qu'il y ait un renouvellement, la vélocité des données, pour vraiment pouvoir les utiliser. On est tous des micro-entreprises, et même nos organisations n'en ont pas des quantités énormes. Il n'y a qu'ensemble qu'on arrivera à en avoir suffisamment, à les rendre toutes interopérables. Et tout à l'heure, on avait John Deere, l'interlocuteur, on a déjà discuté ensemble là-dessus. Même leurs données, il faut qu'on sache les mettre avec les nôtres pour demain, véritablement, en faire du big data. Vous avez évoqué Climate Corp tout à l'heure. Moi, je me refuse à ce que demain, Climate Corp ubérise l'agriculture. Parce que derrière Climate Corp, il y a Monsanto. Monsanto, moi, m'a jamais fait peur sur les OGM. Et pour autant, jamais utilisé, j'en ai pas eu besoin, mais pour autant, il me faut pas peur. Par contre, la façon dont actuellement ils veulent s'accaparer l'ensemble des données de l'agriculture, là ça me fait peur. Il y a deux façons d'aborder le big data, c'est la façon des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, d'attirer vers eux, vers des grandes plateformes l'ensemble des données pour les traiter, donc quelque part de gouverner le monde. Apple a dans sa trésorerie actuellement le PIB du Vietnam. Ça vous donne quand même l'ampleur de ce que c'est. Et l'autre façon de l'aborder, c'est avoir des plateformes de deuxième génération qu'on voit arriver, interopérables, cryptées pour être anonymisées, et à travers ça, après, pouvoir construire ensemble tout ce big data. C'est pas angélique du tout. Je pense qu'on peut y arriver. Ce n'est qu'une volonté politique de le faire. Et la France a énormément d'atouts pour pouvoir le faire. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, merci à ceux qui vous ont précédés pour cette première table ronde sur l'agriculture. Merci à toi, Bernard.